Si les siècles passés ont été marqués par le sceau de la division, ce début de millénaire voit les efforts de réconciliation entamés au XXe siècle enfin porter leurs fruits. Le protestantisme n'est plus l'ennemi intérieur d'une France mythifiée comme éternelle et catholique. Les croyants ont trouvé une place dans la société et même au sein de la chrétienté. L'œcuménisme va dominer le XXe siècle et désigne cette volonté partagée de renouer le dialogue entre chrétiens. Ces dernières décennies voient également l'essor des mouvements évangéliques. Division, réunion et dialogue résument en quelques mots le monde protestant contemporain. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Épisode 8, le protestantisme aujourd'hui. Pour ce 8e et dernier épisode de notre série consacrée à l'histoire du protestantisme en France, nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Kirchléger, maître de conférence à l'Université de Montpellier et spécialiste de l'histoire des religions. Pierre-Yves Kirchléger, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à un endroit un peu particulier. Nous sommes à Paris, au Salon du Livre Protestant. Première édition, c'est un événement important. Oui, c'est un événement important puisque je pourrais dire qu'il s'inscrit un peu dans l'idée que le protestantisme veut avoir plus de visibilité aujourd'hui. Pendant longtemps, les protestants ont été discrets, voire très discrets. Et on voit ces dernières années l'idée que la visibilité auprès du grand public est importante pour mieux se faire connaître et aussi mieux se faire entendre. Donc on l'a vu à travers des exemples comme les grandes fêtes qui rassemblent l'ensemble des protestants, qui s'appelaient précisément protestants en fête. Il y a eu des rassemblements de jeunesse importants qu'on appelait les grands kiffs. Voilà. Et ce premier salon protestant du livre, c'est un peu cette idée, à la fois d'inviter les auteurs protestants et les auteurs non protestants qui parlent du protestantisme. Je le disais, nous sommes au Salon du Livre Protestant. Alors j'ai été poser une question simple aux visiteurs. Qu'est-ce que le protestantisme pour eux ? Extrait de réponse. Question simple, qu'est-ce que le protestantisme pour vous ? C'est mon passé et c'est mon présent. Le protestantisme, c'est quelque chose de très pluriel. Alors le protestantisme, moi je dirais, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot liberté. C'est une liberté de penser, c'est une liberté de croire, c'est une liberté de croire et de penser différemment que l'autre et d'entrer en débat là-dessus. C'est aussi une liberté dans la lecture de la Bible, dans la découverte de Dieu, dans sa compréhension du monde, de sa relation à l'autre. Donc moi, avant tout, je mettrais le mot liberté. Le protestantisme, c'est une identité, c'est ma foi. Surtout, j'ai peut-être pas dit le principal, c'est la liberté. Notre liberté théologique, notre liberté de croire et de pratiquer comme on le veut. Et on se bat sur ça depuis 500 ans, on continuera. Ça fonde toutes les autres libertés. Il n'y a pas de démocratie sans liberté religieuse. Qu'est-ce que le protestantisme pour vous ? Pour moi, le protestantisme, c'est mon monde. Je suis né dedans et j'y travaille. Je crois que j'y suis parfaitement à l'aise. Mais écoutez, j'ai vécu 5 ans en Alsace, qui est un protestantisme, disons, plus classique, luthérien. À Paris, c'est différent. Les réformés, c'est plus libéral. Le foyer de l'âme a été fondé par un Alsacien, le pasteur Wagner, qui était un homme extraordinaire, qui avait pour devise « Entrez ici, vous ne serez l'hôte d'aucune famille étroite ». Et c'est exactement ça que je ressens et que j'apprécie chez les protestants. Pierre-Yves Kirchléger, question simple, réponse complexe finalement. Oui, réponse très complexe. Et on voit à travers la diversité des réponses que le protestantisme est à la fois une foi, mais aussi un engagement pour certains, des valeurs. Et donc on a là tout un panel qui est extrêmement intéressant. Et le programme du salon et la quantité d'auteurs et de stands donnent une idée du pluralisme protestant aujourd'hui en France. On évoquera ces différentes composantes tout au long de notre discussion. Pierre-Yves Kirchléger, quelle diversité ? C'est vrai que de l'extérieur, c'est assez étonnant. On a toujours l'impression d'avoir un protestantisme au singulier, parce qu'on en parle comme ça au singulier, alors qu'en fait, on pourrait dire les protestantismes au pluriel, tant la diversité des courants, des sensibilités, des églises elles-mêmes est extrêmement important. Et c'est peut-être dans le contexte français aussi une relative nouveauté. C'est-à-dire que pendant longtemps, le protestantisme français a été essentiellement réformé calviniste et luthérien dans la région d'Alsace.
Et la diversité des églises, alors les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les charismatiques, les salutistes, etc., cette diversité a longtemps été en quelque sorte très peu visible parce que les églises étaient très faibles numériquement. Et c'est la nouveauté de la situation contemporaine, c'est que ce sont aujourd'hui des églises qui sont beaucoup développées et qui donc, au point de vue numérique, comptent. Aujourd'hui en France, 2% de la population est protestante. Au regard de l'histoire, est-ce que c'est un chiffre important ou pas ? Alors c'est difficile de l'évaluer précisément parce qu'on n'a pas de statistiques précises en France. Vous savez qu'on ne fait pas de statistiques religieuses, donc c'est plutôt une estimation qui est faite à partir de la base des sondages. Donc on est environ autour de 2%, peut-être un peu plus. Alors historiquement, c'est pas très fort, bien sûr, ça reste une micro-minorité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la dynamique récente est une dynamique de progression. Le protestantisme a tendance à augmenter. Et ça, on est vraiment là sur une pente de croissance récente depuis, on pourrait dire, les années 1960. Donc là, on est vraiment sur un phénomène tout à fait original. Ça dépend peut-être aussi des courants ? Bien sûr, ça dépend des courants, et cette croissance est fortement portée par les courants évangéliques. On va les évoquer, mais tout d'abord, commençons par parler peut-être du canal historique, le courant luthérien et réformé. On peut citer votre livre, Pierre-Yves Kirchléger, L'Église réformée de France, 1938-2013, coécrit avec Anne Dollfus. Premier ouvrage consacré à l'histoire de l'Église réformée de France depuis la Renaissance au XXe siècle, sur les cendres de l'Église concordataire jusqu'à l'union entre réformés et luthériens en 2013. Un long travail pour vous ? Oui, ça a été un long travail qu'on a mené à deux avec Anne Dollfus, justement à deux parce que c'était plus facile pour mener un travail de grande ampleur puisqu'il n'y avait pas d'études faites précisément sur cette église. Alors le protestantisme en France a longtemps été dominé par cette église réformée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette église s'est elle-même divisée entre courants, sensibilités. Il y a eu un grand déchirement entre, on pourrait dire, une tendance libérale et une tendance évangélique à la fin du XIXe siècle. Et l'histoire que l'on retrace, c'est l'histoire de ce que l'on peut appeler la nouvelle Église réformée de France, qui naît dans un grand mouvement de réunification en 1938. Et donc, c'est vraiment là une recomposition du paysage protestant au niveau ecclésial. C'est-à-dire que la plupart des courants protestants se réunissent pour fonder une église qui, du coup, va avoir un rayonnement bien supérieur, une visibilité bien supérieure à ce qu'elle représente réellement, puisque le protestantisme représente à l'époque 1%, à peine plus d'1% de la population. Donc unification au courant durant le XXe siècle pour une nouvelle fragmentation finalement au XXIe ? Alors c'est à la fois une nouvelle fragmentation et en même temps des réunifications. Le monde protestant est un monde un peu complexe, on pourrait dire. Alors, nouvelle fragmentation, oui, parce qu'on va parler des églises évangéliques, et ces églises vont se développer et se constituer en dehors, à côté de l'église réformée de France. Et en même temps, il y a aussi des logiques de réunification, et c'est pour ça que notre livre va jusqu'en 2013. C'est le moment où l'église réformée de France s'unit avec l'Église évangélique luthérienne de France. Donc on a là aussi un grand mouvement d'unification qui met fin en quelque sorte à la séparation historique entre réformés et luthériens. L'histoire du protestantisme français. On l'évoquait, les églises évangéliques et pentecôtistes, une intrigante famille du protestantisme, formule tirée d'un autre de vos livres, les évangéliques, racines, identité, engagement. Pourquoi une intrigante famille ? Parce que c'est une famille que l'on connaît mal, à la fois au niveau de la recherche. Donc pendant longtemps, on l'a très peu étudiée parce que c'était des familles micro-minoritaires. Et la recherche s'est beaucoup intéressée à elle, cette famille-là, depuis une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, la recherche est très intéressante et donc nous permet de mieux comprendre. C'est une intrigante famille également parce que le grand public la connaît mal. Parce que les médias véhiculent souvent une image un peu fausse des évangéliques, parce qu'on projette en quelque sorte ce que l'on voit des évangéliques aux États-Unis, ce que l'on voit des évangéliques en Amérique du Sud. Or, la famille du protestantisme évangélique en France n'a pas grand-chose à voir
même s'il y a des liens, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec ce conservatisme, voire cet ultra-conservatisme que l'on peut retrouver aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Quelles sont les différences alors avec la situation en France ? En France, on est dans un contexte social et culturel tout à fait différent. Il n'y a pas d'engagement clair des évangéliques dans un camp ou dans un autre, comme on peut le voir par exemple au Brésil. Non, ici, on a une diversité qui s'inscrit clairement dans le paysage apaisé en France, c'est-à-dire le protestantisme ne s'est pas lié clairement à une famille politique. Le protestantisme est d'abord un courant religieux et social. Le courant évangélique se développe à partir des années 70 en France. Pourquoi cet essor et comment finalement le mouvement évangélique prend racine en France ? Alors le mouvement évangélique, il prend racine de manière très ancienne. Mais simplement, ces églises sont restées très minoritaires. Elles se sont surtout développées grâce à des apports étrangers, en particulier l'apport des missionnaires étrangers, les mouvements de circulation aussi, d'immigration, puisque la France est un grand pays d'immigration, et donc les migrants viennent aussi avec leurs idées religieuses et leur langue, bien sûr, et donc ils se regroupent souvent par affinité. Et donc on va avoir des églises, bien sûr, qui ressemblent à cette diversité. Et donc, par exemple, des migrants allemands vont constituer des églises allemandes, luthériennes, à Paris. Voilà, tout ça paraît extrêmement logique. Et donc on va voir cette implantation progressive. Et la nouveauté, c'est que depuis les années 1970, on va dire, on a une double évolution, à la fois une évolution des courants évangéliques eux-mêmes qui veulent développer leur prosélytisme, ça c'est l'une de leurs caractéristiques, et qui donc essayent d'avoir une évangélisation plus forte. Et puis on a aussi, du côté de l'Église réformée, une sorte de perturbation qui est liée bien sûr aux grands bouleversements culturels et politiques des années 1960 et 1970. Et au moment où l'Église réformée de France s'interroge sur ces dynamiques d'évangélisation, voit de manière négative le prosélytisme et donc se situe en quelque sorte plus en retrait. Et à ce moment-là, les églises évangéliques, elles, au contraire, insistent sur ce domaine. Et donc c'est les unes par rapport aux autres aussi qu'on comprend mieux leur évolution. Des tendances et des mouvements différents, des tensions également entre elles ? Alors ça a souvent été d'abord un peu l'ignorance entre des courants qui ne se fréquentaient pas, parce que les implantations n'étaient pas forcément toujours les mêmes. Ça a pu être aussi des frictions, lorsqu'il y avait une sorte d'implantation concurrente, ou en tout cas qui était ressentie comme concurrente dans les mêmes régions, dans les mêmes villes ou les mêmes villages. Et puis ça peut être aussi des collaborations. Parce que les uns s'appuient sur les autres, on fournit de l'aide, l'Église réformée a souvent prêté ses locaux à des groupes évangéliques qui avaient du mal à trouver des salles de culte disponibles. Et donc on pourrait dire, en fonction des endroits, un peu toute la palette des réactions. On l'a évoqué, différents noms, pentecôtistes, baptistes. Est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes lignes, finalement, de ces différents mouvements ? Alors, on regroupe en général les églises évangéliques autour de quelques critères. Alors, ce sont des églises protestantes, puisqu'elles ont, comme les églises réformées et luthériennes, les mêmes bases, affirmées depuis la Réforme. C'est-à-dire, bien sûr, la place de l'écriture, la foi seule, la grâce seule. Mais on peut distinguer les églises évangéliques parce qu'elles ont des caractères propres par rapport aux églises réformées et luthériennes. C'est l'historien britannique David Bebbington qui avait mis en lumière 4 critères qui permettent de mieux comprendre, mieux définir en fait ces églises évangéliques. Le premier critère, c'est l'importance de la Bible comme norme pour sa vie personnelle, l'importance du thème de la croix, du sacrifice du Christ pour notre salut, l'importance de la conversion individuelle à travers un choix raisonné, ça veut dire donc pas de baptême des enfants, puisque dans le cas des enfants, le choix est fait par les parents. Non, là c'est une conversion individuelle, donc à l'âge adulte, et puis un militantisme très fort. Militantisme à la fois vers l'évangélisation, mais aussi vers le travail social. Et donc ce sont ces 4 critères qui permettent de définir en fait une sensibilité, vous voyez, différente par rapport aux courants réformés et luthériens.
Vous avez parlé du prosélytisme, de la volonté de convertir, de propager la foi. Est-ce qu'on peut assimiler cette différence aussi au fait qu'il n'y a peut-être pas cette mémoire des traumatismes, des différentes répressions dans l'histoire de France très forte, qui avait au contraire encouragé la discrétion? Alors, c'est évident que les églises évangéliques sont beaucoup moins porteuses de cette mémoire, qui est d'abord, on pourrait dire, une mémoire huguenote, comme l'appelle l'historien Patrick Cabanel. C'est vrai que cette mémoire huguenote, cette mémoire des persécutions, elle a été portée par les protestants de l'Église réformée, puisque cette Église s'est reconstruite au XIXe siècle, très difficilement, mais de manière très énergique, très dynamique, parce qu'il a fallu tout reconstruire. Reconstruire les temples qui avaient été détruits, bien sûr, reconstruire des cimetières, reconstruire des presbytères, reconstruire même les églises, reconstruire des facultés de théologie qui avaient disparu, reconstituer toutes ces forces. Et donc c'est vrai que le protestantisme, au XIXe siècle, dans un contexte aussi politique qui est assez agité, où très souvent les partis monarchistes s'appuient sur l'Église catholique. Par rapport à tout ce contexte-là, évidemment, le protestantisme réformé a beaucoup cultivé sa mémoire, et en particulier cette mémoire des persécutions. Alors que les églises évangéliques, qui sont souvent d'origine différente, très influencées par les missionnaires étrangers qui viennent, missionnaires suisses, allemands, britanniques, américains, nourris aussi par une immigration qui se développe, en particulier aujourd'hui une immigration venue des Outre-mer. Tout cela, évidemment, fait qu'on a des sensibilités différentes au passé. Alors ça ne veut pas dire que les protestants évangéliques ne connaissent pas le passé des persécutions en France, mais c'est une histoire avec laquelle ils ont beaucoup plus de recul, et donc beaucoup plus évidemment de liberté. Géographiquement, les différents courants sont très marqués géographiquement aussi? Plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, le protestantisme historique luthérien et réformé, lui, a des implantations géographiques très anciennes, mais le protestantisme évangélique, aujourd'hui, s'implante sur tout le territoire. Et il y a même une stratégie d'évangélisation très clair pour créer des églises sur tout le territoire. Donc on va vraiment trouver une implantation aujourd'hui du protestantisme sur l'ensemble du territoire français, et bien sûr aussi au-delà de la métropole, dans les territoires d'outre-mer. On a parlé de cette forte expansion en termes de population. Est-ce que le mouvement réformé reste majoritaire en France, ou alors il est en passe d'être, ou peut-être déjà dépassé en termes de croyants par le mouvement évangélique? Question difficile pour deux raisons, on pourrait dire. D'abord, première raison, c'est un peu une raison stratégique et diplomatique. Voilà, évidemment, chaque courant voudrait bien être le premier. Et puis il y a une deuxième raison qui est toute concrète, c'est parce qu'il est difficile de compter. Qu'est-ce que l'on compte? Les églises ne comptent d'ailleurs pas la même chose quand elles parlent de leurs membres. Certaines églises ont une définition très restrictive du membre. Il s'agit d'un membre qui lui-même a fait acte de conversion, qui a adhéré explicitement à une profession de foi. Donc si les conditions sont restrictives, le nombre de membres est assez limité. D'autres églises, comme les églises réformées et luthériennes, ont une définition beaucoup plus large du membre d'église. Donc vous voyez, tout dépend de ce que l'on compte. Voilà. Donc aujourd'hui, les chercheurs estiment que les deux groupes, luthériens réformés et évangéliques, sont à peu près à égalité. Par contre, il y a, c'est vrai, une très forte dynamique de croissance du côté des églises évangéliques. On a évoqué un peu les tensions parfois, mais aussi les moments de réunion. C'est justement peut-être le terme phare majeur du XXe siècle, l'œcuménisme. Le mouvement œcuménique s'amorce dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le terme déjà vient du grec et désigne une maison commune. Cette maison commune est bâtie par les principaux courants protestants en France et va mettre près d'un siècle à réellement prendre vie, prendre corps. On peut citer cette date importante, 1948, le Conseil œcuménique des Églises à Amsterdam. Oui, alors c'est vraiment un mouvement majeur parce que pendant très longtemps, c'est sûr, les églises se sont affrontées entre elles, ou en tout cas n'ont pas dialogué. Et la véritable révolution du XXe siècle, c'est ce rapprochement, un rapprochement, on pourrait dire, tous azimuts, c'est-à-dire à toutes les échelles. À la fois au niveau local,
au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Et là, vous avez parlé de la création du Conseil œcuménique des Églises. Et puis, c'est aussi un rapprochement dans tous les domaines. Aussi bien rapprochement, évidemment, lié au développement des mariages mixtes, c'est-à-dire entre des conjoints qui appartiennent à des églises différentes. On a des rapprochements, des coopérations au niveau local, entre des églises différentes, sur des projets communs. Et puis, on a des rapprochements au niveau doctrinaux. Et donc, tous ces changements, évidemment, modifient considérablement l'état d'esprit des églises. Et on est vraiment sur un esprit d'ouverture et de dialogue qui se développe fortement. Alors, ça ne veut pas dire que tout s'est fait facilement. Le Conseil œcuménique des Églises est d'abord d'origine protestante. Voilà, parce que le protestantisme est lui-même constitutif d'une grande diversité. Et donc ce sont les protestants qui ont les premiers pris conscience qu'ils devaient essayer de surpasser leur diversité. Et puis au-delà du monde protestant, l'œcuménisme s'est ensuite ouvert aux églises orthodoxes, et puis à l'Église catholique, à partir de sa grande ouverture vis-à-vis des autres lors du Concile Vatican II. Voilà, avec l'avènement de Jean 23, archive des actualités de la télévision française du 17 octobre 1962. Pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'Église. Autrement dit, de la quasi-totalité des archevêques, des évêques, des patriarches, des supérieurs d'ordre venus des quatre coins du monde. Cette procession exceptionnelle préludait à l'ouverture par le pape Jean XXIII du Concile œcuménique. Une foule immense de fidèles, 300 000, la place Saint-Pierre n'en contient pas plus, était là pour saluer le souverain pontife. Un moment important que ce Concile Vatican II. Oui, ça fait partie là d'un changement majeur. Alors bien sûr, il y avait des prémices. On avait déjà des relations œcuméniques qui s'étaient établies. En particulier, on pourrait penser dans le contexte français au groupe des Dombes, qui étaient des rencontres de théologiens dès les années 1930. Bon, mais là, on a un véritable changement qui se retrouve à l'échelon le plus haut et à l'échelon international, puisque la réunion d'un concile, c'est la réunion de toute l'Église catholique internationale. Par contre, c'est un moment qui va être très important, non seulement pour les catholiques, mais aussi pour les protestants. Parce que le concile va inviter officiellement des représentants protestants, et ça c'est une première. Certains représentants sont même les invités directs du pape. Et puis le concile va modifier considérablement la position de l'Église catholique vis-à-vis des autres religions et vis-à-vis surtout des autres églises chrétiennes qui pendant longtemps n'avaient pas été considérées comme de véritables églises, des églises à part entière par l'Église catholique, au nom, bien sûr, de la succession apostolique, c'est-à-dire que les papes descendraient directement, en ligne directe, évidemment, dans leur autorité de l'apôtre Pierre. Et donc, on a là un changement très important qui va ouvrir l'Église catholique vers les autres églises chrétiennes et qui, du coup, bien sûr, va ouvrir aussi les autres églises chrétiennes à l'Église catholique. Et donc là, on a une difficulté, on le voit bien, très importante, c'est-à-dire comment considérer l'autre. Considérer l'autre, c'est-à-dire ça contribue aussi à relativiser parfois ses positions, l'idée que l'on détient la vérité, l'idée que l'on est la seule véritable Église. Et donc évidemment, le dialogue suppose de remettre en question aussi une partie de notre identité. Et donc c'est pour ça que le dialogue est très souvent difficile, il ne se fait pas de manière linéaire, on va avoir des à-coups, mais en tout cas on a un changement majeur depuis au cours du XXe siècle, et puis surtout après le Concile Vatican II, et donc depuis les années 1960. De la défiance à l'ouverture. Voilà, exactement. Le mouvement œcuménique qui regroupe actuellement 350 églises membres, plus de 500 millions de chrétiens dans 120 pays. C'est finalement l'unité retrouvée des chrétiens ? Alors c'est une forme d'unité, oui. Alors après, tout dépend évidemment de ce que l'on appelle unité. Pendant longtemps, l'un des grands rêves œcuméniques, ça a été de rassembler toutes les églises dans une seule église. Alors là, ça aurait été une unité institutionnelle. On voit que cette unité institutionnelle, elle a du mal à se faire, elle ne se fait pas. Et peut-être d'ailleurs n'est-elle pas souhaitable, puisque l'unité ici que l'on développe beaucoup plus depuis les années 1990-2000, c'est à la fois une unité pratique et puis une unité des doctrines.
Donc l'unité ne veut pas dire forcément que l'on efface la diversité. Et donc le mouvement œcuménique aujourd'hui s'oriente vraiment vers cette idée d'une unité et de la diversité qui peuvent coexister ensemble. Il aura fallu tout de même attendre 500 ans finalement pour que les critiques de Luther puissent être débattues sans engendrer des drames, des massacres. Luther serait-il ravi de voir finalement le mouvement œcuménique se développer ? Bon, c'est une question qui est amusante, mais qui en fait au point de vue historique n'a pas grand sens évidemment, puisque Luther vivait au XVIe siècle. Les mentalités du XVIe siècle ne sont pas celles d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les églises ont fortement changé, et ce qui au XVIe siècle pouvait conduire à des guerres de religion, aujourd'hui est traité de manière apaisée, dans le dialogue, et les chrétiens aujourd'hui ont véritablement su dépasser ces conflits entre eux, qui ont pendant longtemps empoisonné évidemment la vie des églises. Une communauté monastique, la communauté monastique de Thésée en Saône-et-Loire, représente peut-être très bien ce mouvement œcuménique. Ah oui, c'est une communauté tout à fait originale dans le protestantisme, parce que depuis la Réforme, en fait, le protestantisme avait mis fin au système monastique. L'idée, c'était qu'on ne devait pas couper entre la vie séculière et la vie religieuse. Et la clôture du monastère était précisément cette clôture dont on ne voulait plus. Et donc depuis le XVIe siècle, les communautés monastiques avaient entièrement disparu du protestantisme. Et c'est donc une nouveauté que cette réapparition dans l'idée que le protestantisme peut se nourrir aussi d'une tradition qu'il avait parfois trop écartée. Et donc la communauté de Thésée, pour cela, donc naît véritablement en contexte protestant et se veut très vite d'ouverture œcuménique dans la réinterprétation de cette tradition. Et la communauté de Thésée va jouer un rôle notable, en particulier vis-à-vis de la jeunesse, en organisant ces grandes rencontres de la jeunesse, qui sont aussi l'autre caractéristique de la communauté de Thésée. Même si elle a nourri également beaucoup de méfiance. Elle a nourri bien sûr beaucoup de méfiance. C'est un peu un objet religieux non identifié dans le monde protestant. Et donc évidemment, dans un contexte en plus qui n'est pas encore officiellement œcuménique, jusqu'aux années 60, évidemment, la communauté de Thésée apparaît vraiment comme un ovni. Tout au long des siècles de l'histoire du protestantisme, il y a eu des grandes figures, évidemment Luther tout d'abord. Quelles sont les grandes figures du protestantisme contemporain, Pierre-Yves Kirchléger ? Alors sur le XXe siècle, nous avons des figures importantes, qu'il s'agisse de figures théologiques, comme Karl Barth, probablement l'une des plus grandes figures du XXe siècle. On a des figures de théologiennes aussi qui se développent. Alors, si on pense au contexte français, voilà, il faudrait citer Madeleine Barrault, il faudrait se souvenir de Suzanne de Dietrich, de Franz Kéré. Voilà. Et puis on a des églises qui sont évidemment multiformes, donc qui donnent lieu, qui font apparaître aussi des figures d'engagement dans divers domaines. Ça peut être un engagement politique, un engagement social. Et donc, évidemment, c'est cette diversité aussi qui, des églises, nourrit la société. Parce qu'il ne faudrait pas considérer que les églises, dans le cas du protestantisme, mais plus largement, que les églises sont des mondes clos. Non, ce ne sont pas des mondes clos, ce sont des mondes ouverts. Et donc, évidemment, on va avoir des intellectuels, des hommes et des femmes d'action, de terrain, qui s'engagent pour transformer la société selon les valeurs du christianisme. On l'a dit au début de cet entretien, Pierre-Yves Kirchléger, c'est l'ultime discussion de cette série d'épisodes sur l'histoire du protestantisme. Alors, pour terminer finalement cette discussion, Pierre-Yves Kirchléger, comment se porte le protestantisme aujourd'hui ? Alors, si on regarde numériquement, le protestantisme se porte bien. Dans le monde, le protestantisme se développe, et en particulier le protestantisme évangélique. On estime aujourd'hui que les évangéliques représentent environ un quart des chrétiens dans le monde, c'est-à-dire entre 650 et 700 millions de chrétiens évangéliques sur les 2,5 milliards de chrétiens. Et dans le monde français, le protestantisme se porte bien, puisqu'il est en forte croissance, mais en recomposition. C'est ça aussi qui est intéressant,
à la fois pour le public de découvrir cette diversité et pour les chercheurs aussi de mieux faire comprendre. On a un paysage protestant qui est en mutation, mais dans une société qui est elle-même en mutation. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Voilà, c'est la fin de notre série d'entretiens sur l'histoire du protestantisme français. Si ça vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à continuer d'explorer l'histoire huguenote de France sur le site du Musée protestant à l'origine de ce projet d'émission. On remercie la Fondation Bercier Regard Protestant pour le financement, la Société d'histoire du protestantisme française rue des Saints-Pères à Paris pour son accueil et bien sûr les historiens et historiennes qui ont pris part à ce podcast.